On est OK là, la technique? C'est bon, je peux démarrer? OK. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, je vous remercie de votre présence à ce live qui est organisé par la délégation régionale des médiateurs professionnels de Martinique. Je suis Annie Lascou, je suis médiateur professionnel, enseignante à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, l'EPMN, c'est-à-dire que je forme en fait à la médiation toutes les personnes qui souhaitent acquérir des compétences en matière de résolution de conflits ou qui souhaitent avoir des techniques, des outils pour anticiper des situations de dégradation relationnelle, parce que je dirais que c'est vraiment la spécificité des médiateurs formés à l'ingénierie relationnelle. Ils ne font pas seulement de la résolution de conflits. C'est même une petite partie de leur champ d'intervention. En fait, leur expertise sur la relation leur permet d'intervenir dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations, pour apporter des connaissances et des compétences sur ce que c'est qu'une relation, sur les éléments qui peuvent l'amener à se dégrader, et bien sûr sur savoir comment anticiper, prévenir cette dégradation avant que la relation ne devienne conflictuelle. Je vous remercie d'être là. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Raphaël est prête à la technique à répondre à vos questions dans le chat. Donc, j'ai volontairement choisi cette thématique un peu provocatrice, marque de la bienveillance, parce que, évidemment, vous l'avez remarqué, la bienveillance devient une injonction. Elle est d'ailleurs une injonction. Il faut être bienveillant partout, dans la famille, avec les amis, au bureau, dans le management, dans les services, avec les collègues, dans la rue, partout. Et en même temps, vous entendez peut-être comme moi qu'il y a de plus en plus d'insatisfaction qui se manifeste, je dirais particulièrement dans les entreprises, par rapport à cette bienveillance. Moi, je l'entends beaucoup lorsque j'interviens dans les organisations. Les personnes sont de plus en plus critiques vis-à-vis de cette attitude qu'il faut avoir parce que, disent-elles, elle les infantilise. Alors, ça vaut le coup de regarder de plus près ce que c'est que la bienveillance. D'abord, d'un point de vue étymologique, les linguistes ne sont pas tous d'accord sur l'étymologie de ce terme. C'est-à-dire que certains font référence au bénévolat, tandis que d'autres étudient le mot tel qu'il est formé. Bienveillance. Veiller bien sur l'autre ou veiller au bien de l'autre. Ce qui suggère déjà l'idée d'être attentif au bien-être de l'autre. Mais c'est donc d'abord ce verbe du premier groupe, veiller. Qu'est-ce que l'on veille? À quel moment est-on dans une posture ou une attitude de veillance? Eh bien, je dirais que une personne est malade, vous êtes à son chevet, vous la veillez. Un enfant va utiliser un appareil électrique pour la première fois, vous êtes à côté, vous veillez à ce que tout se passe bien. Vous êtes attentif à sa sécurité. Un collègue vous sollicite pour l'aider dans l'accomplissement d'une tâche qu'il doit faire pour la première fois, eh bien, vous veillez à ce que tout se déroule sans encombre. Donc, ça veut dire que lorsque vous veillez, vous êtes dans une posture en hauteur, une posture d'autorité qui va être composée d'attention, de vigilance, de protection, d'assistance, d'observation, d'accompagnement. Ça, c'est un premier point. Maintenant, comment veillons-nous? Eh bien, nous veillons bien, puisque bienveillance. Donc, ça veut dire que nous veillons avec un référentiel du bien qui est le nôtre. Et ce bien fait référence aux valeurs morales qui nous ont été inculquées dès l'enfance par les parents, par les enseignants, par la famille, la religion, la société, tout notre environnement. Mais pour fréquenter des humains régulièrement, vous avez bien remarqué que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Par exemple, tout le monde va parler de la nécessité du respect dans les interactions, mais nous n'avons pas tous la même définition ou la même représentation de ce que c'est que le respect. Donc déjà, ce que l'on peut retenir, c'est que chacun est différent parce que l'éducation, l'expérience, les connaissances et les croyances sont différentes. Donc c'est déjà l'idée de l'altérité qui se pose et même qui s'impose là où nous en sommes. L'autre est différent parce qu'il est autre. Il a ses propres valeurs, son propre référentiel. Et peut-être qu'il n'a pas envie que je lui impose le mien. Alors, cette différence entre les individus étant posée, je reprends l'idée de la bienveillance.
c'est donc avoir une posture d'autorité vis-à-vis de l'autre et intervenir auprès de lui lorsque je pense qu'il en a besoin, avec mon référentiel du bien, avec mes valeurs morales. Ce que l'on peut noter là où nous en sommes, dans cette attitude de bienveillance, c'est que finalement, je ne vais pas avoir besoin de communiquer avec l'autre pour savoir de quoi il a besoin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vais appliquer un adage qui est très dans la bienveillance et que vous connaissez, et qui dit « Je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse ». Et il y a son pendant positif, de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ça, vraiment, c'est de la bienveillance. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de communiquer avec l'autre, puisqu'il suffit que je me demande ce que moi, j'aimerais qu'on me fasse, ou ce que moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse, et que je l'applique à l'autre. Donc, en fait, je vais faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse. Mais, combien de fois avons-nous fait des choses pour les autres, et eux nous ont dit, ben, je ne t'avais rien demandé. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce retour un élément précieux qui nous indique que finalement, nous nous sommes trompés dans l'aide que nous avons voulu apporter à l'autre? Ce n'était pas l'aide qu'il attendait, si toutefois il attendait quelque chose. Donc en fait, ça voudrait dire que bienveiller, c'est déterminer pour les autres ce qui est bien pour eux. Vous voyez qu'il y a à ce moment-là une confusion identitaire qui se met en place. C'est-à-dire, je pense à la place de l'autre. Et en ingénierie relationnelle, nous savons quelles sont les conséquences de cette confusion identitaire. Ce moment où je pense à la place de l'autre et je pense pour l'autre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je pourrais faire l'antithèse. C'est-à-dire que oui, il y a des contextes où la bienveillance a tout son sens. Auprès de nos enfants, par exemple. Parce qu'en effet, ils ont besoin de protection, de sécurité, d'attention, de vigilance. Je dirais que tant qu'ils n'ont pas la maturité pour réfléchir par eux-mêmes, eh bien c'est même de notre devoir de les accompagner et de faire des choix pour eux. Puis il y a aussi les personnes les plus fragiles, peut-être aussi qui ont besoin d'être protégées et qui ont besoin de notre bienveillance. Mais lorsque l'on parle de la bienveillance au travail, dans le management par exemple, là, ça peut vraiment poser des problèmes. Et moi, quand j'interviens dans des services, je rencontre des managers, je rencontre leurs collaborateurs, et j'entends d'un côté, les managers disent qu'ils se sentent coincés avec cette injonction à la bienveillance, parce que plus haut, je veux dire au niveau de leur hiérarchie, on leur dit soyez bienveillants, mais pensez aux chiffres. Exigez des résultats, mais dans la bienveillance. Et de l'autre côté, des salariés, des collaborateurs qui disent mais moi j'en ai marre de cette bienveillance qui en réalité ne m'apporte aucune reconnaissance. Et c'est pour l'avoir entendu très souvent que ça m'a donné l'idée de cette thématique que je vous propose aujourd'hui. Et donc ça, c'est quand même interpellant parce que comment peut-on en avoir marre de la bienveillance? Eh bien, en fait, le truc est facile à comprendre. Si j'applique à l'autre mon référentiel du bien, je vais attendre, en dépit de ce que je peux dire, qu'il soit reconnaissant de ce que je fais pour lui. Et s'il ne l'est pas, alors je vais passer à une autre étape. Et cette autre étape, c'est la surveillance. Je vais vous donner un exemple. Je suis intervenue dans une entreprise où il y avait 12 personnes. La direction avait vraiment le souci du bien-être de ses salariés. Ils se connaissaient tous. Voilà, tout allait bien. Et il avait fait venir un coach il y a 2 ans qui les avait formés à l'écoute active. Ils savaient ce que c'était que l'empathie. Ils avaient même à leur disposition des e-learning sur des thématiques de développement personnel avec la CNV, etc. Donc la bienveillance, ils pratiquaient, ils connaissaient. Et pourtant, à un moment donné, il y a eu des tensions. Et des tensions qui se sont aggravées au point que le dirigeant a fait appel à mes services. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de confidentialité, mais je peux vous donner quelques éléments de compréhension. Il y avait 2 personnes, Paul et Marie, on va dire, qui travaillent ensemble depuis des années. Ils s'entendent bien, ils collaborent sur certains dossiers, ils parlent de leur vie personnelle et à un moment donné, Paul dit à Marie que son couple bat de l'aile et que lui, du coup, il va pas très bien. Et comme Marie aime bien Paul, elle se dit qu'elle va l'aider parce que elle se dit que si elle avait été à la place de Paul, elle aurait bien aimé qu'on l'aide. Donc, sans rien dire à Paul, elle va prendre en charge certains dossiers et les traiter. C'est sa manière à elle d'apporter discrètement son soutien à Paul. C'est sa bienveillance. Sauf que, lors des commissions qui permettent de valider les dossiers, le chef d'entreprise pose des questions sur certains dossiers et se rend compte que Paul ne les connaît pas. Je dis, mais pourquoi c'est pas lui qui les avait traités?
Mais Marie ne fait pas partie de cette commission. Donc, Paul se fait remonter les bretelles par son patron et évidemment, il n'est pas content, quoi. Mais c'est surtout qu'il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il ne fait pas le lien entre l'histoire, son histoire personnelle, la manière dont Marie a pu percevoir son histoire et son aide mutique. Mais il va le comprendre quand un soir, il va partir après Marie et voit sur son bureau 2 de ses dossiers. Donc là, il envoie un texto à Marie, plutôt virulent, lui disant qu'il ne comprend pas son petit jeu, que si c'est sa manière à elle de se faire bien voir par le patron, eh ben, c'est gagné, mais lui, il paye cher. Et pour Marie, c'est la descente. Elle ne comprend pas comment il n'a pas compris, comment il peut être aussi égocentré, et se dit que finalement, eh ben, elle comprend mieux pourquoi sa femme veut le quitter. Et à partir de là, ça a été la guerre entre eux. Chacun soupçonne l'autre de vouloir lui nuire. Voilà, ça se passe pas bien. Et évidemment, dans l'entreprise, les camps se forment. Il y a ceux qui soutiennent Paul, ceux qui soutiennent Marie. Voilà, donc c'est très conflictuel. Et je dirais que là, nous sommes passés de la bienveillance à la surveillance jusqu'à la malveillance, puisqu'il y a eu des pneus crevés et de la carrosserie rayée sur le parking. Pourtant, l'intention de Marie était clairement tournée vers le bien-être de Paul. Mais elle a oublié une chose, c'est de communiquer avec lui. Lui demander de quoi il a besoin, parce que peut-être qu'il n'a besoin de rien d'autre qu'une oreille. Et c'est souvent le souci de la bienveillance que l'on applique en dehors des personnes dont nous avons la responsabilité. C'est oublier que les personnes sont différentes de nous, que nous ne pouvons pas penser pour eux ce qui est bon, que nous ne pouvons pas penser que ce qui est bon pour nous est bon pour eux. Donc c'est avoir en tête que comme nous avons des passés, des expériences différentes, etc., eh bien, il va bien falloir communiquer avec les personnes pour qu'elles puissent énoncer leurs attentes, leurs besoins, si toutefois elles en ont. Et ça permettra de revoir cet adage et de dire, eh bien, je fais à l'autre ce qu'il aimerait que je lui fasse. C'est une proposition. Quand je dis ça, je pense à une femme que j'ai accompagnée dans un projet relationnel et qui me raconte que elle aime bien planifier sa semaine en faisant le ménage, en faisant le rangement, la vaisselle, etc. Voilà, elle me dit, ça m'occupe les mains, mon esprit est libre, et à ce moment-là, je peux planifier mes tâches, mes rendez-vous. Donc voilà, elle prévoit son organisation, elle fait le bilan de la semaine passée, etc. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Et elle me raconte, parce que nous sommes en train de parler des limites de la bienveillance, qu'un vendredi soir, donc elle rentre chez elle pour accomplir son rituel habituel, et elle constate que le ménage est fait, le rangement est nickel, et la cuisine est propre. Et elle se dit, mince, mais comment je vais faire pour organiser ma semaine? Et là, ses enfants et son mari apparaissent et surprise. Donc elle est embêtée parce qu'elle voit bien qu'ils ont voulu lui faire plaisir, que ça partait d'une bonne intention, mais que bon, ben, du coup, ça tombait un peu à plat parce qu'elle, elle était contente à l'idée de rentrer chez elle et de pouvoir mettre en place son rituel. Alors elle me dit qu'il y a eu un petit moment de froid et puis elle a exprimé son plaisir de voir qu'ils avaient voulu lui faire plaisir, mais elle a exprimé aussi la nécessité de son rituel qui lui permettait d'être bien, en fait, avec elle-même. Alors là, dans ces exemples, il n'y a pas de lien hiérarchique. Mais évidemment, ces situations existent aussi dans le management, où des N+1 vont penser que telle chose est bonne pour eux, donc forcément bonne pour les autres. Et ça me fait penser à ce chef d'entreprise dans le transport. Je raconte cette histoire avec son autorisation. Il a 8 hommes dans sa structure, 8 gars, comme il dit, et arrive la période de la QVT. Vous savez, le chef d'entreprise s'intéresse de près à ce dispositif qui amène, au moins sur le papier, du mieux vivre ensemble dans les organisations, et il se demande comment il pourrait faire plaisir à ces gars. Donc il réfléchit longuement et puis il se dit, un baby-foot. L'idée vraiment lui plaît, il les voit déjà en train de s'éclater sur le baby-foot et donc il l'achète. Ça a son coût, mais je dirais qu'importe, ça lui fait plaisir de faire plaisir. Donc il est livré un samedi matin, il passe du temps dans ce week-end à aménager sa salle de repos pour que ce soit sympa le lundi, et au milieu de cette salle, donc, trône le baby-foot. Donc le lundi matin, ces gars arrivent et puis découvrent le baby-foot, merci patron, c'est sympa, ils jouent ensemble. 15 jours après, me raconte ce chef d'entreprise, le baby-foot est poussé dans un coin et les cartons commencent à s'empiler dessus. Il m'a dit qu'il a mis du temps, en fait, à encaisser le coup. Et c'est en fait le jour où il a fallu faire de la place qu'ils ont décidé d'enlever le baby-foot et que là, les gars lui ont dit que, en fait, pendant leur temps de repos, eux, ils n'avaient qu'une envie. C'était de se poser et de se reposer.
Et il m'a dit que ça lui a servi de leçon et que désormais, quand il a de très très bonnes idées comme celle-ci, eh bien, il en parle avec eux d'abord. Donc ça, c'est l'idée du changement. Avant de l'imposer, il faut peut-être en parler aux personnes qui sont impliquées. Alors, des exemples comme ça, il y en a plein dans les entreprises, dans les services. Et mon propos n'est certainement pas de taper sur le dos des managers ou des personnes qui, le plus souvent, subissent cette injonction à la bienveillance. Parce que là, c'est quelque chose qui est à la mode. On a connu et on connaît toujours le management directif, participatif, délégatif, persuasif. Et maintenant, on parle de plus en plus de management bienveillant, agile, libéré. Voilà, les modes, en fait traversent l'entreprise, mais les revendications, elles restent toujours les mêmes. Les personnes veulent être reconnues dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles disent. Et de toute évidence, dans l'entreprise, dans les organisations, la bienveillance ne permet pas aux personnes de se sentir reconnues. Alors je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je ferai deux constats. D'abord, le premier, c'est que nous sommes en relation tous les jours, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, et pour autant, nous n'avons jamais appris à être en relation. Comme si être en relation avec soi et avec les autres, ça allait de soi. Alors, nous relationnons au gré du bon sens qui nous guide, de nos expériences personnelles et puis des normes sociales qui nous sont inculquées, qui nous ont été inculquées. Et évidemment, parfois et même souvent, nous sommes déçus. Un second constat, c'est que lorsque nos relations sont bonnes, qu'elles sont de qualité, qu'elles sont satisfaisantes, eh bien, nous ne nous interrogeons pas sur ce qui fait la qualité de cette relation. C'est comme si c'était normal. En revanche, quand il se passe quelque chose dans une relation qui est importante pour nous et que nous la voyons se dégrader, là, nous nous demandons ce qui est en train de se passer, ce qui cause cette dégradation. Et c'est souvent dans des moments de crise, en fait, ou de tension que nous prenons conscience de l'importance de la qualité de nos relations. Et lorsque ce moment de crise est passé, quand l'émotion est redescendue, quand la raison est repassée devant, on peut se dire, si j'avais su. Si j'avais su quoi? Eh bien, si j'avais su comment être en relation, si j'avais su comment faire pour éviter de rentrer dans une conflictualité, si j'avais su comment faire pour ne pas donner prise à cette émotion désagréable, si j'avais su comment faire autrement. Parce que ça, c'est un élément qui est important. C'est parce que nous ne savons pas comment faire autrement que nous nous retrouvons dans des situations qui nous sont désagréables. C'est-à-dire que s'imaginer que des personnes font un choix d'être en conflit parce qu'elles aiment ça, c'est vraiment une erreur de la pensée. Parce que c'est par ignorance de ce qu'est une relation, par ignorance de savoir comment elle peut se dégrader, par ignorance de savoir comment on peut anticiper, prévenir cette dégradation, que l'on se retrouve dans des situations conflictuelles. Parce qu'en fait, cette ignorance va nous mener à poser des actes ou des actions, des paroles maladroites qui petit à petit vont heurter la personne qui est en face et progressivement dégrader cette relation. Ça, c'est de l'ingénierie relationnelle. Pour définir rapidement l'ingénierie relationnelle, ce sont toutes ces méthodes, tous ces concepts, toute cette instrumentation qui outille le médiateur professionnel et qui lui permet en fait d'intervenir auprès des personnes pour les accompagner dans la recherche d'une entente et de la mise en œuvre d'un projet relationnel. Alors, l'ingénierie relationnelle, je l'ai dit à mot couvert, intervient sur les 3 points que j'ai déjà évoqués, sur ce que c'est qu'une relation, comment elle se dégrade et comment il est possible de prévenir, d'anticiper cette dégradation relationnelle. Donc, autant vous dire que l'ingénierie relationnelle peut parfaitement instrumenter, outiller les managers, les chefs d'entreprise et les salariés sur cette thématique de la relation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas appris à être en relation, pourtant il y a des conséquences qui s'acquièrent. Alors, là où j'en suis, j'aimerais être concrète. Bien sûr, je ne peux pas être exhaustive sur cette thématique de l'ingénierie relationnelle parce que c'est une discipline en fait qui est vaste et qui s'enseigne tant auprès des médiateurs que des personnes qui veulent intervenir dans les organisations pour enseigner les fondamentaux de la qualité relationnelle. Mais j'aimerais vous donner 2 outils qui sont utilisables immédiatement et qui permettent de fluidifier les relations
de fluidifier le dialogue social et surtout d'instaurer un climat de confiance. Vous le savez, dans le cadre professionnel, vous avez un contrat de travail avec une fiche de poste. Cette fiche de poste, c'est un document qui décrit d'une manière détaillée les missions, les responsabilités, les compétences requises, les conditions de travail associées à un poste spécifique au sein d'une organisation. Cette fiche de poste sert de référence tant pour l'employeur que pour l'employé en établissant clairement les attentes et les critères qui sont liés à ce poste. Alors, les attentes. Mais quelles attentes? Alors, les attentes, en fait, se réfèrent aux objectifs et aux résultats ou aux comportements spécifiques que l'employeur attend d'un employé qui occupe un poste. Donc, en fait, ça veut dire que les attentes ne vont que dans un sens. Et les attentes sont descendantes. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer un entretien N+1 collaborateur où le manager indique ses attentes et qu'il demande ensuite à son collaborateur ce que lui-même peut attendre de son manager? Ça, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment pas. Parce que quand je pose la question à des managers, à des chefs d'entreprise, ils me disent, bah, il y a déjà la fiche de poste, elle est claire, j'ai pas besoin de mettre d'autres mots là-dessus, la personne est payée pour faire sa mission, point barre. Le reste, c'est du blabla, c'est de la perte de temps. OK? Alors, dans ce cas, eh bien, il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner que les personnes se démotivent, que les collaborateurs se démotivent, qu'ils rentrent parfois en résistance, qu'ils réclament de la reconnaissance parce que, en réalité, ils ne sont pas que de la force de travail. Ce ne sont pas des machines. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, peuvent rencontrer des difficultés et qui ont besoin que ces difficultés soient reconnues. Elles ont des besoins particuliers, elles ont des attentes particulières et peut-être qu'il faudrait écouter à un moment donné ces attentes et ces besoins. Je suis intervenue dans un commerce, un grand commerce dans les services financiers et administratifs, et le responsable du service appliquait un management que je pourrais qualifier d'un autre temps, mais peut-être pas tant que ça. Il posait ses exigences et puis gare à ceux et à celles qui remplissaient pas leur mission dans les temps qui leur étaient impartis. Alors la conséquence, vous l'imaginez, arrêt de travail, demande de changement de service, départ, turnover, etc. Personne n'avait envie de rester et les plus résistants étaient épuisés. Et le manager, ben, lui aussi, il était épuisé. Il me disait en fait qu'il était exigeant avec les autres comme il l'était avec lui-même. Et en effet, il ne comptait pas ses heures, il rapportait des dossiers chez lui, travaillait dessus le week-end, il était saturé, avec le sentiment que ses équipes le faisaient exprès, ne s'en rendaient pas compte de la surcharge de travail que toutes les arrêts de maladie, etc., occasionnaient. Alors que lui se voyait dans la bienveillance quand il était attentif aux heures de repas, à la qualité de ce qui était servi, aux heures de départ. Et en fait, je lui ai demandé s'il était prêt à instaurer du changement et il a pris du temps pour me répondre et puis finalement, il m'a dit oui. Alors, je lui ai proposé de travailler individuellement sur les attentes de chacun et de chacune de son service. Ça représentait 7 personnes, je lui ai indiqué les modalités, je lui ai indiqué comment faire et avant de mettre en place ce changement, eh bien, il y a eu une réunion avec les 7 personnes plus la direction et j'ai présenté l'intérêt de réfléchir ensemble à ce qui fait la qualité des relations dans une organisation. Donc, ça a été une réflexion commune très riche qui a permis de poser un élément important qui est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand nous ne savons pas quelles sont les attentes, quels sont les besoins, quelle est la manière à chacun de se représenter le monde du travail, la manière de se représenter comment on travaille ensemble, eh bien, nous pouvons être maladroits en imposant notre manière de voir. Et pour avoir eu des nouvelles de ce chef de service il n'y a pas très longtemps, maintenant il est beaucoup plus serein, son travail est plus facile, son équipe est plus stable et il y a en fait une entente solide entre eux parce que la confiance est là. Et il me disait que maintenant il riait avec ses collaborateurs, ce qui n'était absolument pas envisageable avant. Donc ça, c'est le travail sur la clarification des attentes bidirectionnelles. Un autre outil, qui est également un outil de communication, est plus centré sur la reconnaissance. Toutes les personnes que je rencontre dans les organisations, dans les formations, même dans des discussions informelles, parlent de la nécessité de la reconnaissance. Alors, c'est quoi exactement la reconnaissance?
Je vais en parler sur deux aspects seulement, hein, parce que la reconnaissance est beaucoup plus vaste et je ne vais pas avoir le temps là maintenant de développer tous ces aspects. Je vais en parler sur les aspects de utile et d'agréable. Qu'est-ce qui est utile ou agréable dans une relation? Par exemple, imaginez que tous les matins, votre conjoint vous prépare le petit déjeuner. Les premières fois, vous allez être charmé, vous remercier probablement chaleureusement. Et puis, le temps passe, l'habitude de trouver le petit déjeuner prêt s'installe. Et puis finalement, au point que ça devient normal. Et même d'ailleurs au point que si un matin le petit déj n'est pas là, ben, vous pourriez bien en être offusqué. Alors, peut-être que votre conjoint n'a pas eu le temps de le préparer, ce petit déjeuner. Mais peut-être aussi qu'il n'en a plus la motivation pour le faire. C'est-à-dire que dans la balance où avant le plaisir de faire pesait plus lourd que l'effort pour le faire, eh bien maintenant c'est peut-être l'effort qui pèse plus lourd. Donc en fait la motivation n'est plus là. Et vous voyez que le lien avec le travail en entreprise est facile à faire. Si moi je m'efforce de bien accomplir ma mission et qu'en face il n'y a aucune reconnaissance, ben, petit à petit je vais me démotiver, je vais me décourager, me dire que ça sert à quoi que je m'investisse autant, juste peut-être pour me faire engueuler quand quelque chose ne va pas, et ne jamais être félicité ou encouragé quand les choses sont bien faites. Là aussi, en ayant ce propos, combien de chefs de service, de chefs d'entreprise, de managers ai-je entendu me dire mais c'est pas mon rôle, moi je suis pas payé pour encourager, les personnes sont payées pour faire un boulot, alors qu'elles le fassent. Mais bien sûr, c'est vrai. Et si on parlait entre humains, et si on remettait de l'humain dans tout ça? Alors, remettre de l'humain, c'est d'abord s'interroger soi-même et se demander, dans la relation, quand l'autre fait telle chose, en quoi ça m'est utile ou ça m'est agréable, et de pouvoir le lui restituer. Souvenez-vous, on a laissé le conjoint dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum, mais c'est peut-être pas suffisant. Lui dire, tu vois, quand tous les matins tu prépares le petit déjeuner pour nous deux, ben, moi en fait ça me permet de faire du sport, d'avoir du temps pour me préparer, ça me permet de lire la presse, ça me permet d'avoir du temps pour discuter avec toi. Et vraiment, ça m'est agréable. Et je me sens soutenue, accompagnée, aimée. Qu'est-ce que vous avez fait comme message à ce moment-là? Eh bien, vous avez donné d'abord un élément factuel. Voilà, quand tous les matins, tu prépares le petit déjeuner pour nous. Ensuite, vous avez donné les conséquences que ça a sur vous en termes d'utile ou d'agréable. Ça me permet de faire du sport, etc. Et puis, vous avez affirmé un ressenti. Je me sens soutenue, accompagnée, aimée, etc. Regardez, si on va maintenant au bureau, vous êtes manager, vous avez demandé à votre collaborateur de vous préparer un dossier pour une présentation que vous aurez à faire. Et quand vous arrivez, le dossier est là sur votre bureau. Alors, vous pouvez considérer que c'est normal, ça, on a déjà vu. Mais vous pourriez dire aussi à ce collaborateur, ben, tu as préparé le dossier dans les temps. Moi, ça me permet de pouvoir l'étudier une dernière fois sans stress et vraiment, je me sens soutenu dans notre collaboration. Eh bien, le collaborateur se sent soutenu, reconnu dans les efforts qu'il a pu fournir pour que vous ayez ce dossier dans les temps. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place tout de suite parce que, en fait, c'est un changement dans la manière de se représenter la collaboration où parfois on se dit que le salaire est largement suffisant comme reconnaissance. Mais à entendre les personnes dire, les managers eux-mêmes qui sont des N-1 de N+1, dire oui, un peu de reconnaissance, et on sait bien que là, quand il s'agit de reconnaissance, qu'il ne s'agit pas de salaire, mais qu'il s'agit d'une communication, d'une manière d'être en relation. Donc, c'est un changement dans la manière de communiquer. Et ce changement demande toujours du temps, en fait, pour s'installer. Mais pour l'avoir expérimenté personnellement et l'avoir préconisé auprès de beaucoup de managers et d'employés, oui, parce qu'il ne faudrait pas imaginer que la reconnaissance ne va que dans un sens. Un collaborateur peut également dire à son manager, eh bien, vous avez signé ma feuille de vacances, ben, je suis très content parce que
ça va me permettre d'organiser plus facilement cette période de repos. Alors, on pourrait se dire, mais oui, mais attends, que le manager signe la feuille de vacances, c'est normal? Oui, bien sûr, tout est normal. Mais le reconnaître, ça va permettre aussi de rendre agréable cette relation que l'on a au travail. Donc, la reconnaissance de ce qui est utile et agréable dans une relation de travail et la clarification des attentes qu'on a vues tout à l'heure permettent d'avoir une autre manière d'interagir dans le monde de l'entreprise, dans les familles et je dirais partout là où il y a des humains. Alors évidemment, il y a d'autres techniques de l'ingénierie relationnelle qui permettent d'enrichir la relation pour promouvoir plus d'entente entre les personnes. Je dirais pour conclure que c'est intéressant d'interroger les modélisations qui nous sont proposées, voire même parfois imposées. Ça permet une prise de conscience critique en termes de pertinence et qui permet de choisir consciemment les approches qui correspondent à une pratique efficace dans le monde des relations. Moi, dans l'exercice de ma profession de médiateur, lorsque je reçois des personnes qui sont dans une difficulté relationnelle, je dirais que je ne suis jamais dans la bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que je suis malveillante, mais ça veut dire que je ne suis pas, en fait, dans la veillance. D'abord parce que ce serait complètement à l'encontre du code d'éthique et de déontologie auquel j'adhère, et puis aussi parce que ce serait tout à fait contre-productif. Les personnes ont besoin d'être accompagnées dans une réflexion qui va leur permettre de sortir d'une dynamique émotionnelle désagréable. Elles ont besoin d'un tiers neutre, impartial, indépendant, et qui va mettre en œuvre de la technique, de la méthode, de la structure pour restaurer une entente qui va permettre aux personnes de choisir un nouveau projet relationnel. Le bon sens et la bienveillance n'ont rien à faire là-dedans. Et pour vraiment mettre le point final à ce live, je dirais que l'objectif de tout ça, c'est bien sûr d'être au mieux dans nos relations à nous-mêmes, dans nos relations aux autres, parce que c'est ce qui donne du sens à l'existence. C'est-à-dire que l'existence n'a de sens qu'à partir du moment où l'on a du plaisir dans nos relations. Et le plaisir dans les relations sous-entend qu'il y a de l'entente. Et ce qui nous intéresse, nous, médiateurs professionnels, professionnels de l'ingénierie relationnelle, c'est de propager cette culture de l'entente. Et donc, pour cela, il faut réfléchir à notre manière d'être en relation et à notre manière de communiquer. Et apprendre, bien sûr, toutes ces techniques qui sont à votre disposition en ingénierie relationnelle. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour un autre live sur une autre thématique qui touche à l'ingénierie relationnelle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.